Vous pensez être quelqu'un qui résiste, quelqu'un qui tient bon, qui continue malgré tout, qui sait encaisser les coups de la vie sans se plaindre. Et pourtant, il y a cette sensation que vous ne pouvez pas nommer ce quelque chose qui pèse au creux de la poitrine chaque matin. Cette impression que la vie que vous vivez n'est pas tout à fait la vôtre. Pourquoi est-ce que ceux qui s'efforcent le plus, ceux qui travaillent sans relâche, ceux qui donnent tout, finissent souvent par tomber plus bas encore? Cette question mérite d'être posée. Elle mérite même d'être tenue dans les mains, tournée lentement, regardée en face. Parce que quelque chose dans cette question vous appartient. Quelque chose dans ces mots résonne comme un écho venu de très loin, peut-être de l'intérieur de vous-même, peut-être de cette partie silencieuse qui attend depuis des années qu'on lui accorde enfin de l'attention. Il existe des gens qui se réveillent chaque matin avec la gorge serrée, pas à cause d'une maladie, pas à cause d'un événement précis, simplement à cause de ce bruit de fond qui ne s'arrête jamais, ce bourdonnement sourd de l'anxiété qui s'est installé si profondément qu'on ne sait plus très bien si c'est la vie qui fait ce bruit ou si c'est eux. C'est ainsi que commence le grand endormissement. Christophe André, psychiatre et chercheur en psychologie des émotions, a passé des décennies à observer cet endormissement chez ses patients, des hommes et des femmes entre 40 et 65 ans. Pour la plupart, des gens capables, intelligents, souvent admirés par leur entourage, des gens qui en apparence avaient tout, et qui, derrière la porte fermée du cabinet, reconnaissaient pour la première fois que quelque chose en eux était éteint, que la flamme n'était plus là, ou qu'elle vacillait si faiblement que le moindre courant d'air menaçait de l'effacer. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité clinique, corporelle, presque olfactive. Cet état a une odeur particulière, celle des matins sans joie, du café bu debout, des journées qui se ressemblent toutes comme des photocopies d'une photocopie. La texture de cet endormissement est froide, légèrement humide, comme ces pièces dans lesquelles on n'a pas ouvert les fenêtres depuis trop longtemps. Et pourtant, à l'intérieur de chacun de ces patients, il y avait quelque chose d'intact, quelque chose qui attendait, quelque chose que l'univers n'avait jamais cessé de lui adresser, et que lui n'arrivait plus à recevoir. Dans la vie quotidienne, cette déconnexion ne ressemble pas à un drame. Elle ressemble à un mardi ordinaire. Elle ressemble à une réunion qui dure trop longtemps, à un dîner en famille où les mots circulent, mais où les cœurs sont absents. À ces moments où l'on regarde son téléphone non pas, parce qu'on attend quelque chose, mais simplement pour ne pas avoir à être là, simplement présent dans le silence de sa propre existence. Imaginez une femme, appelons-la simplement une femme parmi des milliers d'autres, qui se lève chaque matin à 6 heures. Elle préparait le petit déjeuner, réveille les enfants, gère les agendas, répond aux messages professionnels depuis la cuisine. Elle est efficace, elle est organisée, elle est épuisée. Son corps a appris à fonctionner en mode survie depuis si longtemps qu'il ne connaît plus d'autre vitesse. Elle boit son café debout, les épaules légèrement rentrées, la mâchoire un peu crispée, et quelque part dans ce corps tendu, dans ce thorax contracté, il y a une voix très douce, très ancienne, qui dit « Je voudrais que les choses soient différentes. Je voudrais me sentir vivante. » Mais cette voix, elle ne l'entend pas. Elle n'a pas le temps. Voici ce que Christophe André observait dans ces situations composites, dans ces histoires faites de dizaines et de dizaines de visages différents qui portaient tous le même regard. Le premier signe, c'était cette incapacité à rester assis en silence sans immédiatement chercher une stimulation, un bruit, un écran, quelque chose à faire des mains. Le deuxième signe, c'était ce sentiment diffus que les bonnes choses arrivent aux autres, que l'abondance est quelque chose qui se passe dans une autre vie, dans un autre quartier, pour d'autres gens. Le troisième signe, c'était cette relation au temps qui s'était transformée en une course perpétuelle, une fuite en avant, où demain est toujours le vrai moment de commencer à vivre, et où aujourd'hui n'est jamais tout à fait réel. Le quatrième signe, peut-être le plus douloureux, c'était cette impression que l'on donne beaucoup, que l'on s'efforce énormément et que l'univers ne répond pas, que les efforts ne produisent rien de ce que l'on espérait vraiment. Et dans ce silence de l'univers qui semble ne pas répondre, quelque chose commence à mourir. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, si quelque chose en vous vient de se contracter légèrement, si on souffle à changer de rythme dans votre poitrine,
alors ce que vous êtes en train d'entendre vous appartient. Et il est important que vous continuiez à l'entendre, parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer la manière dont vous habitez chaque journée de votre vie. Si vous trouvez de la valeur dans ces réflexions, si quelque chose en vous résonne avec ces mots, prenez un instant maintenant pour rejoindre cette communauté. Abonnez-vous, parce que ce chemin se marche mieux accompagné, et parce que chaque nouvelle réflexion partagée ici est une invitation à vous rappeler qui vous êtes vraiment. Et si vous avez envie de partager ce que ces mots éveillent en vous, écrivez-le dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui. Ce geste simple est lui-même un acte de manifestation, une manière de dire à l'univers « Je suis là, je suis présent et je choisis de m'élever ». Maintenant, parlons de ce qui s'est passé vraiment lorsque l'on continue à vivre dans cet état de déconnexion. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une question de confort personnel. Il ne s'agit pas seulement de se sentir un peu fatigué ou un peu vide. Ce dont il est question ici est d'une gravité que l'on ne sait pas toujours regarder en face. La science des émotions est très claire sur ce point. Lorsque le système nerveux humain reste en état d'alerte chronique, lorsque le cortisol, cette hormone du stress, inonde le corps jour après jour, semaine après semaine, il se produit quelque chose d'irréversible si rien. En effet, les connexions neuronales qui permettent de ressentir la joie s'amenuisent. La capacité à percevoir la beauté du monde, à s'émerveiller, à sentir ce frisson particulier devant un coucher de soleil ou dans les bras d'un être aimé. Cette capacité se rétrécit, comme un muscle que l'on n'utilise plus. Mais il y a quelque chose de plus profond encore que la neurobiologie ne peut pas entièrement saisir. Il y a la question de la vibration. Il y a la question de ce que l'on émet dans le monde, lorsque l'on vit dans la peur, dans la contraction, dans cette armure permanente que l'on appelle maîtrise de soi, mais qui n'est souvent que de l'anesthésie. L'univers ne répond pas aux mots que l'on prononce. Il ne répond pas aux listes de vœux que l'on écrit dans un carnet de gratitude si le reste du temps, notre corps est une forteresse fermée, si notre cœur est une salle d'atteinte où rien n'est jamais accueilli. L'univers répond à la fréquence de ce que l'on est, à l'état intérieur que l'on habite. Et voici la vérité que peu de gens osent entendre. Si vous continuez à vivre dans cet état, si vous continuez à fonctionner sur pilote automatique, à nourrir vos peurs plutôt que votre présence, à chercher le contrôle plutôt que la confiance, alors vous ne bloquez pas, seulement votre propre épanouissement. Vous devenez, sans le vouloir, une source de contamination émotionnelle pour ceux que vous aimez le plus. Les enfants ne lisent pas les mots de leurs parents, ils lisent leur corps. Ils lisent la tension dans les épaules, la sécheresse dans la voix, l'absence dans le regard. Ils respirent l'anxiété comme on respire l'air d'une pièce. Et cette anxiété s'imprime en eux comme une empreinte dans la glaise fraîche, longtemps avant qu'ils aient les mots pour la nommer. Votre partenaire ne souffre pas de vos absences physiques. Il souffre de vos absences intérieures. Il souffre de ces dîners où vous êtes là, mais où vous n'êtes pas là. De ces nuits où votre corps est présent, mais où votre esprit est encore au bureau, encore dans les problèmes, encore dans les scénarios catastrophes, que vous répétez en boucle, comme une vieille chanson dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. L'ombre que vous portez en vous et que vous n'avez jamais décidé d'examiner, cette ombre se projette. Elle s'allonge sur les murs de votre maison. Elle teinte les conversations à table. Elle habite les silences entre vous et vos proches. Et le pire de tout, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. On croit que l'on protège les autres en gardant tout à l'intérieur. On croit que sourire suffit. On croit que faire semblant d'aller bien est un acte d'amour. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la solitude partagée. Pourquoi est-ce que ceux qui s'efforcent le plus, ceux qui donnent tout, finissent souvent par tomber plus bas encore? Parce que l'effort sans présence est un chemin qui mène nulle part. Parce que l'on peut courir toute sa vie dans la mauvaise direction et arriver épuisé à une destination que l'on n'avait jamais choisie. Et voici ce que personne ne vous dit vraiment sur le temps. Le temps n'est pas une ressource que l'on peut récupérer. C'est la seule chose dans cette vie que l'on ne peut absolument pas rembobiner. Chaque jour passé dans la déconnexion, dans l'anesthésie émotionnelle, dans cette vie de zombie fonctionnel qui accomplit les tâches mais qui n'est jamais vraiment là. Chaque jour de cette nature est un jour
l'univers a offert et que l'on n'a pas su recevoir. Imaginez arriver au soir de votre vie. Imaginez vous retourner sur ce chemin parcouru. Imaginez que la question qui vous hante à ce moment-là ne soit pas « Est-ce que j'ai assez réussi ?» ou « Est-ce que j'avais assez d'argent ?» mais plutôt « Est-ce que j'ai vraiment été là ? Est-ce que j'ai vraiment senti la chaleur du soleil sur mon visage sans penser à autre chose ? Est-ce que j'ai vraiment regardé mes enfants dans les yeux, pas pour vérifier qu'ils vont bien, mais simplement pour les voir ? Est-ce que j'ai vraiment aimé, sans calcul, sans peur, sans retenue ? Cette question est la plus douloureuse qui existe, parce qu'elle ne peut pas être réparée après coup. Les photographies que l'on n'a pas prises dans sa mémoire ne peuvent pas être développées rétrospectivement. Les phrases que l'on n'a pas finies avec ses parents avant leur départ ne peuvent pas être complétées. Les moments d'abandon total à la joie, à la légèreté, à la confiance, ces moments que l'on a reportés à plus tard, à quand les choses iront mieux, à quand on aura plus d'argent, à quand on sera moins stressé, ces moments appartiennent déjà au passé. Et le passé est un pays sans visa de retour. Il y a quelque chose de particulièrement déchirant dans ces consultations où des hommes et des femmes de 50, de 55 ans, de 60 ans réalisent pour la première fois que la vie qu'ils voulaient vivre, ils ne l'ont jamais commencé, qu'ils ont passé des décennies à préparer leur bonheur sans jamais l'activer, qu'ils ont accumulé des conditions au lieu d'habiter des instants. Ce visage-là, ce visage de l'arrivée trop tardive à soi-même, est le visage le plus triste que Christophe André dit avoir rencontré dans sa pratique clinique. Et la tragédie n'est pas qu'il soit rare. La tragédie est qu'il est terriblement commun. La richesse que l'univers veut vous offrir, et ce mot richesse englobe bien plus que l'argent, elle englobe la paix, la santé, les relations profondes, la créativité, la joie spontanée, la légèreté d'exister. Cette richesse ne peut pas entrer dans une vie fermée. Elle ne peut pas s'installer dans un esprit contracté. Elle ne peut pas fleurir dans un sol intoxiqué par la peur chronique. Voilà l'équation fondamentale que l'on n'enseigne pas à l'école. Voilà ce que les années de thérapie, de méditation, de recherche clinique et de contemplation silencieuse ont permis de comprendre avec une clarté que rien ne peut plus troubler. Ce n'est pas votre intelligence qui détermine ce que vous attirez. Ce n'est pas votre effort. Ce n'est pas votre mérite moral. C'est votre état intérieur. C'est la qualité de votre présence. C'est ce que vous émettez quand personne ne vous regarde, quand vous êtes seul avec vous-même dans le silence du soir, quand le bruit du monde s'est arrêté et que vous êtes enfin face à ce que vous êtes vraiment. Alors voici maintenant ce que des années de pratique, de recherche et d'accompagnement profond permettent de partager avec vous, non pas comme une liste d'instructions, mais comme une invitation douce et ferme à la fois à revenir à vous-même. La première chose à comprendre, la fondation de tout ce qui suit, c'est que votre esprit a été entraîné à chercher les problèmes. Ce n'est pas votre faute, c'est la biologie. Le cerveau humain a évolué pendant des millions d'années dans des environnements dangereux et son travail principal était de détecter les menaces. Ce mécanisme s'appelle le biais de négativité. Il signifie que votre cerveau traite une mauvaise nouvelle avec 5 fois plus d'intensité qu'une bonne nouvelle. Il signifie que votre esprit revient naturellement sur les erreurs, les dangers, les manques, les peurs. Et dans le monde moderne, ce même mécanisme qui nous protégeait des prédateurs s'active maintenant pour les emails non répondus, les factures impayées, les regards ambigus, les incertitudes professionnelles, les peurs du lendemain. Votre esprit est devenu une machine à fabriquer de l'inquiétude. Mais voici la vérité bouleversante que la neuroplasticité nous révèle. Ce mot magnifique qui signifie que le cerveau peut se reconfigurer jusqu'au dernier jour de la vie. Votre esprit peut être entraîné autrement. Il peut apprendre à chercher les ressources plutôt que les menaces. Il peut apprendre à percevoir l'abondance plutôt que le manque. Il peut apprendre à se poser, à s'ouvrir, à recevoir. Mais cet entraînement demande une chose que notre époque a presque entièrement oubliée. Il demande le silence, pas l'absence de bruit, le silence intérieur. Cette qualité d'attention tranquille où l'on cesse, l'espace d'un moment, de commenter sa propre vie, où l'on cesse de rouger, de planifier, d'analyser, de craindre, et où l'on se contente simplement d'être là, dans le corps que l'on habite, dans le souffle qui continue de vivre en nous sans que l'on ait à y penser.
La méditation de pleine conscience que Christophe André a contribué à introduire dans la pratique psychiatrique francophone n'est pas une technique de relaxation, c'est un entraînement de l'attention. C'est un apprentissage de la présence. Et c'est aussi, et cela est moins souvent dit, un acte de résonance avec l'univers. Voici comment pratiquer cet entraînement avec une profondeur nouvelle, en comprenant non seulement la mécanique, mais aussi le sens de ce que l'on fait. Commencez par ce que Christophe André appelait le retour au corps. Chaque matin, avant de saisir votre téléphone, avant de plonger dans le flot des nouvelles, des notifications, des obligations, accordez-vous 5 minutes où vous posez simplement attention sur votre corps. Sentez le poids de votre dos contre le matelas ou le dossier de la chaise. Sentez la température de l'air qui entre par vos narines, légèrement plus fraîche que celle qui en sort. Sentez la pression de vos pieds sur le sol. Ces sensations physiques ne sont pas des distractions, elles sont des ancres. Elles vous ramènent dans le seul endroit où la vie existe vraiment, dans le présent. Et dans ce présent, quelque chose de fondamental se produit. Le système nerveux commence à sortir de l'état d'alerte. Le cortisol diminue. L'ocytocine, la sérotonine, la dopamine de la satisfaction tranquille, ces molécules du bien-être commencent à circuler. Et votre fréquence vibratoire, ce que vous émettez dans le monde, commence à changer. Pourquoi est-ce que ceux qui s'efforcent le plus finissent souvent par tomber plus bas encore? Parce qu'ils cherchent à changer leur vie depuis l'extérieur sans jamais changer leur état intérieur. Parce qu'ils courent vers l'abondance avec un corps contracté et un esprit fermé. Et l'abondance, comme tous les êtres vivants, ne vient pas à ceux qui la chassent. Elle vient à ceux qui créent en eux les conditions de son accueil. La deuxième pratique est celle du jardinage intérieur. Cette métaphore, Christophe André l'utilisait souvent et elle mérite d'être dépliée avec soin. Votre vie intérieure est un jardin. Et comme tout jardin, il contient des fleurs et des mauvaises herbes. Il contient de la lumière et des zones d'ombre. Il contient des racines profondes et des pousses fragiles. Ce que la plupart des gens font, sans s'en rendre compte, c'est qu'ils arrosent les mauvaises herbes. Chaque fois que l'on ressasse une peur, on l'arrose. Chaque fois que l'on répète un scénario catastrophe dans sa tête, on lui donne de l'eau et de la lumière. Chaque fois que l'on se dit « je ne mérite pas »,« je ne suis pas assez »,« les choses ne peuvent pas changer pour moi », on fertilise ce sol d'ombre. Le jardinage intérieur commence par une décision simple mais radicale. Décider de ce que l'on arrose. Concrètement, cela ressemble à ceci. Chaque soir, avant de s'endormir, dans cet espace de douceur entre l'éveil et le sommeil, prenez le temps de poser 3 questions à votre esprit. Non pas comme un exercice mécanique, mais comme une conversation sincère avec vous-même, presque comme une prière laïque adressée à cette partie de vous qui est plus sage que vous ne le croyez. La première question est « Qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui ?» Non pas ce que j'ai accompli, non pas ce que j'ai produit, mais ce que j'ai reçu. Un sourire, une lumière particulière, une sensation de chaleur, une parole qui a touché quelque chose. La deuxième question est « Qu'est-ce qui a été beau aujourd'hui ?» Même brièvement, même fugitivement. Et la troisième « Qu'est-ce que je veux cultiver demain dans mon jardin intérieur ?» Ces 3 questions, pratiquées régulièrement avec sincérité et sans performance, reprogramment progressivement le biais de négativité. Elle entraîne l'attention à chercher les ressources. Elle modifie littéralement la structure des connexions neuronales. Et elles alignent votre fréquence vibratoire sur ce que vous souhaitez attirer. Voici quelque chose que la science du bonheur a démontré de manière répétée et que l'intuition spirituelle savait depuis toujours. Ce n'est pas la réalité objective de votre vie qui détermine votre état émotionnel. C'est la réalité que vous choisissez de percevoir. 2 personnes dans la même situation peuvent avoir des expériences intérieures radicalement différentes selon l'endroit où elles posent leur attention. L'une voit le manque, l'autre voit la ressource. L'une voit la fin, l'autre voit le commencement. L'une vit dans l'ombre de ce qu'elle n'a pas encore, l'autre dans la lumière de ce qui est déjà là. Et ce choix de la perception n'est pas de la pensée positive naïve. Ce n'est pas se mentir à soi-même. C'est l'acte le plus courageux et le plus intelligent que l'être humain puisse posséder. C'est décider de nourrir ce qui mérite de grandir. La troisième pratique est celle du lâcher-prise, ce mot français
si magnifique qui n'a pas d'équivalent exact dans d'autres langues, comme si notre langue avait su nommer quelque chose que d'autres cultures peinaient à articuler. Le lâcher-prise n'est pas la résignation. C'est l'un des malentendus les plus répandus sur ce concept. Le lâcher-prise n'est pas dire « je m'en fous ». Ce qui m'arrive ne m'importe pas. C'est au contraire dire « ce qui m'importe tellement que je refuse de le confiner dans la prison de mes peurs et de mes contrôles ». Imaginez tenir dans vos mains un oiseau. Si vous serrez trop fort, vous l'étouffez. Si vous l'ignorez, il s'envole. Mais si vous tenez vos mains ouvertes, si vous offrez votre paume comme un espace d'accueil sans contrainte, alors quelque chose de remarquable peut se produire. L'oiseau reste, ou il part et revient, ou quelque chose d'encore plus beau vient se poser. C'est ainsi que fonctionne la manifestation authentique. Non pas comme une technique de contrôle mental pour forcer l'univers à vous donner ce que vous voulez, mais comme un état d'ouverture, de confiance, d'alignement, dans lequel vous posez clairement votre intention, vous nourrissez votre vision avec votre énergie la plus haute, et puis vous lâchez, vous faites confiance, vous laissez l'intelligence de l'univers trouver le chemin. Christophe André utilisait parfois cette image, celle du navigateur. Le navigateur qui veut traverser l'océan ne peut pas contrôler le vent, il ne peut pas décider des courants, il ne peut pas garantir le ciel, mais il peut choisir sa destination avec clarté. Il peut maintenir son cap avec constance. Il peut ajuster ses voiles avec intelligence. Et il peut avoir confiance que l'océan, dans sa sagesse plus ancienne que toute cartographie humaine, le portera là où il doit aller s'il reste présent, souple et courageux. Voilà ce qu'est le lâcher-prise dans sa forme la plus noble. Ce n'est pas l'abandon du gouvernail, c'est l'abandon de l'illusion que vous pouvez contrôler les vagues. Pratiquement, le lâcher-prise commence par identifier les domaines de votre vie où vous tenez trop fort. Où est-ce que vous contractez? Où est-ce que vous vérifiez, révérifiez, anticipez, contrôlez à l'excès? Où est-ce que votre besoin de certitude étouffe la possibilité du miracle? Car les miracles, et ce mot n'est pas ici utilisé dans un sens religieux, mais dans le sens d'événements dont la beauté dépasse ce que l'on aurait pu planifier. Les miracles ne se produisent que dans les espaces de liberté que l'on laisse à l'univers. Une fois que vous avez identifié ces zones de contraction, faites ceci. Posez vos mains à plat sur vos cuisses, paumes vers le haut, synthèse le poids de vos bras, la chaleur de vos paumes ouvertes, et dites intérieurement, peut-être à voix basse, je pose ceci. Je confie cela à plus grand que moi. Je reste présent et je fais confiance. Ce geste physique n'est pas symbolique. Il envoie au système nerveux un signal de sécurité. Il dit au corps, tu n'as pas besoin de te battre en ce moment. Tu peux te reposer dans la confiance. Et dans ce repos de la confiance, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Les solutions apparaissent, les synchronicités se multiplient, les rencontres arrivent, les opportunités qui étaient là depuis le début, mais que vous ne pouviez pas voir depuis votre état de contraction deviennent soudainement visibles. L'univers n'a pas changé, vous avez changé. Et dans ce changement, tout change. Revenons maintenant à cette question que nous avons posée au début et qui mérite d'être tenue encore une fois dans la lumière. Pourquoi est-ce que ceux qui s'efforcent le plus, ceux qui donnent tout, finissent souvent par tomber plus bas encore? La réponse est maintenant visible dans toute sa clarté. Parce que l'effort sans alignement est un effort contre soi-même. Parce que donner tout depuis un espace de peur, de manque et de contraction ne crée pas d'abondance. Cela crée de l'épuisement. Parce que l'on ne peut pas construire une vie de richesse et de paix depuis les fondations de l'anxiété. La richesse illimitée dont il est question ici n'est pas d'abord une richesse financière, même si l'argent en fait partie, même si la prospérité matérielle est une forme légitime et belle d'abondance que l'univers désire. Pour vous autant que vous la désirez. Mais cette richesse commence à l'intérieur. Elle commence dans la qualité de votre rapport à vous-même, elle commence dans la capacité à ressentir de la gratitude pour ce qui est déjà là. Elle commence dans la décision, prise chaque matin, de choisir la présence plutôt que le pilote automatique. Voici la 4e pratique, et elle est peut-être la plus puissante de toutes. C'est la pratique de la vision incarnée. Beaucoup de gens
ont entendu parler de visualisation. Beaucoup ont essayé de s'imaginer dans la vie qu'ils souhaitent. Mais la plupart le font depuis leur tête, depuis ce mental qui analyse, compare, doute. Ils voient des images, parfois très belles, mais ces images restent à la surface. Elles n'entrent pas dans le corps, elles ne changent pas la fréquence. La vision incarnée est différente. Elle commence non pas par une image, mais par une sensation. Avant de vous voir dans la vie que vous souhaitez, ressentez ce que vous ressentiriez dans cette vie. Sentez la texture de cette paix que vous cherchez. Sentez dans votre poitrine cette chaleur particulière de la sécurité profonde. Sentez dans vos épaules ce relâchement que vous auriez si vous n'aviez plus peur de l'avenir. Entendez autour de vous les sons de cette vie, peut-être le rire de vos enfants dans une maison lumineuse, peut-être le silence d'un matin de travail que vous aimez vraiment, peut-être la musique douce d'un soir de détente sans culpabilité. Ces sensations ne sont pas de l'imagination creuse. Elles sont des signaux que vous envoyez à votre cerveau et à l'univers simultanément. Votre cerveau ne fait pas toujours la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément ressentie de l'intérieur. Et l'univers répond à votre état émotionnel réel, pas à vos désirs intellectuels. Quand vous vous installiez dans la sensation de l'abondance, vous devenez abondant. Quand vous s'habitez, même brièvement, même imparfaitement, la fréquence de la paix, vous devenez pacifié. Et ce que vous êtes, vous l'attirez. Il est important de préciser quelque chose ici, parce que cette notion de manifestation est parfois mal comprise, parfois utilisée comme une manière de fuir la réalité ou de nier la souffrance. Ce que l'on décrit ici n'est pas une invitation à faire semblant d'aller bien. Ce n'est pas une injonction à toujours sourire, à toujours vibrer haut, à ne jamais avoir de jours sombres. La douleur est une information, la tristesse est une information. La colère est une information. Ces émotions méritant d'être accueillies, pas supprimées. Christophe André insistait avec une douceur absolue sur ce point. La santé émotionnelle n'est pas l'absence d'émotions difficiles. C'est la capacité à les traverser sans s'en être submergé, à les accueillir sans s'y perdre, à les écouter sans les laisser dicter chaque décision. Et dans cette capacité d'accueil, dans cette présence courageuse à ce qui est, se trouve paradoxalement la voie la plus rapide vers ce que l'on désire. Parce que ce que l'on résiste persiste, ce que l'on fuit grandit dans l'ombre, mais ce que l'on regarde en face avec douceur et curiosité commence à s'y transformer. Voici la 5e pratique, celle que l'on pourrait appeler la pratique des empreintes conscientes. Chaque journée que vous vivez laisse une empreinte dans le sol de votre vie. Une empreinte dans votre mémoire, dans votre corps, dans votre relation aux autres et dans le champ de possibles que vous ouvrez ou fermez par vos choix. La question n'est pas de savoir si vous laissez des empreintes. La question est de savoir si elles sont celles que vous auriez voulu laisser. Concrètement, cette pratique consiste à choisir chaque matin, intentionnellement, une qualité que vous souhaitez incarner pendant cette journée. Non pas une performance, non pas un objectif à atteindre, mais une manière d'être. Cela peut être la douceur, la présence, la curiosité, la générosité, la légèreté. Et puis, pendant cette journée, chaque fois que vous sentez que vous glissez dans le pilote automatique, chaque fois que vous sentez la contraction revenir, la mâchoire qui se serre, les épaules qui remontent, la respiration qui se raccourcit, vous revenez à cette qualité choisie. Vous la respirez, vous la réactivez dans votre corps. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la discipline intérieure dans ce qu'elle a de plus noble. C'est décider, encore et encore, qui vous voulez être dans ce monde. Et cette décision répétée, cette empreinte consciente, posée jour après jour, finit par changer la texture même de votre existence. Il y a quelque chose de profondément bouleversant dans les témoignages de transformation que ces pratiques ont suscité. Des personnes qui, après des années de thérapie conventionnelle sans grand progrès, ont commencé à intégrer ces dimensions de présence, de lâcher-prise, de vision incarnée et de jardinage intérieur, et qui ont vu leur vie changer d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu anticiper. Non pas parce que l'univers leur avait soudainement accordé des faveurs spéciales, mais parce qu'elles étaient enfin devenues capables de recevoir ce qui avait toujours été là. Une femme de 52 ans qui avait passé 20 ans à travailler dans un domaine qu'elle n'aimait pas par peur de manquer d'argent,
qui avait maintenu une relation sans amour par peur de la solitude. Qui s'était levé chaque matin avec ce goût de métal dans la bouche que donnent les vies non vécuées, à commencer par une seule chose. 5 minutes de silence le matin, avec les mains ouvertes sur les cuisses, les pieds posés sur le sol froid de sa cuisine, simplement présente à sa propre respiration. Au début, c'était insupportable. Le silence l'effrayait. Il révélait tout ce qu'elle avait fui. Mais elle a continué, et progressivement, dans ce silence, elle a commencé à entendre quelque chose qu'elle n'avait pas entendu depuis des décennies. Sa propre voix. Cette voix douce et ancienne qui savait ce qu'elle voulait vraiment, qui savait quelle vie elle était venue vivre. 6 mois plus tard, elle avait commencé une formation dans un domaine qui la passionnait. 1 an plus tard, elle avait quitté la relation qui l'étouffait, non pas avec amertume, mais avec une paix qu'elle ne s'était jamais connue. 2 ans plus tard, elle travaillait à son compte, gagnait davantage qu'elle ne l'avait jamais fait. Et surtout, elle se réveillait chaque matin avec ce sentiment rare et précieux que sa vie lui appartenait enfin. Ce n'était pas la magie de l'univers qui avait changé sa vie, c'était elle qui avait changé, et en changeant, elle avait changé ce qu'elle émettait dans le monde. Et en changeant ce qu'elle émettait, elle avait changé ce qu'elle attirait. C'est ainsi que fonctionne la loi de résonance, non pas comme une formule magique, mais comme une vérité profonde sur la nature de la réalité. Nous ne vivons pas dans un univers indifférent qui distribuait ses faveurs au hasard. Nous vivons dans un univers vivant, intelligent, réceptif, qui répond à notre état d'être avec une précision que notre mental ne peut pas entièrement saisir, mais que notre cœur reconnaît immédiatement. Pourquoi est-ce que ceux qui s'efforcent le plus finissent souvent par tomber plus bas encore? Parce qu'ils n'ont pas encore appris à recevoir. Parce que donner et faire et accomplir sont des verbes que notre culture glorifie, mais recevoir, s'ouvrir, accueillir, c'est laisser porter. Ces verbes-là ont été enseignés comme de la faiblesse. Et cette erreur culturelle fondamentale coûte à des millions d'êtres humains leur droit au bonheur. Apprendre à recevoir est une pratique à part entière. Elle commence par de petites choses. Recevoir un compliment sans le minimiser immédiatement. Recevoir un moment de beauté sans aussitôt penser à ce que l'on a encore à faire. Recevoir le soutien d'un ami sans se sentir rédévable. Recevoir la générosité de l'univers dans ses 1000 formes quotidiennes sans la balayer d'un revers de main distrait. Chaque fois que vous vous permettez de vraiment recevoir, vous ouvrez un peu plus cette porte. Vous agrandissez un peu plus cet espace d'accueil. Et dans cet espace agrandi, des choses plus grandes peuvent entrer. La 6e pratique est celle de la cohérence du cœur. Cette expression vient d'une recherche scientifique passionnante sur le champ électromagnétique du cœur humain. Le cœur génère un champ électromagnétique environ 60 fois plus puissant que celui du cerveau. Et ce champ rayonne autour du corps dans un rayon de plusieurs mètres. Ce que vous ressentez dans votre cœur, pas métaphoriquement mais littéralement, influence le champ énergétique qui vous entoure et, par extension, les gens et les situations que vous attirez. Quand le cœur est un état de cohérence, quand il bat dans un rythme régulier, harmonieux, associé à des états émotionnels comme l'appréciation, la gratitude, la compassion ou l'amour, il émet une fréquence particulièrement puissante et harmonieuse. Et cette fréquence agit comme un aimant pour des expériences de même nature. Concrètement, la pratique de cohérence du cœur se fait ainsi. Posez une main sur votre poitrine. Respirez lentement en imaginant que l'air entre et sort directement par votre cœur. Inspirez pendant 5 secondes. Expirez pendant 5 secondes. Et pendant que vous respirez de cette façon, évoquez dans votre esprit et dans votre corps quelque chose pour lequel vous ressentez une gratitude sincère, pas une gratitude forcée, quelque chose de vrai. Peut-être un visage aimé, peut-être un moment de grâce passée, peut-être simplement la chaleur du soleil sur vos mains, ce matin, ou la tasse de thé qui fumait doucement dans le silence de votre cuisine. 5 minutes de cette pratique suffisent à modifier mesurable la variabilité de la fréquence cardiaque, à réduire le cortisol, à activer les zones du cerveau associées à la créativité et à la résolution de problèmes. Et au-delà de la physiologie, elles vous remettent en résonance avec ce que vous êtes vraiment, avec cette partie de vous qui n'a jamais été blessée, qui n'a jamais eu peur, qui connaît déjà le chemin. Il y a une phrase que Christophe André prononçait souvent dans ses conférences.
une phrase qu'elle a décitée de ce que l'on appelle une vérité simple. Il disait que l'on ne peut pas recevoir plus que ce que l'on croit méritaire, et que croire en son mérite n'est pas de l'arrogance, c'est de la lucidité. C'est reconnaître que l'on est, comme tout être vivant sur cette planète, fondamentalement digne d'amour, de paix, de joie et d'abondance. Non pas parce que l'on a tout réussi, non pas parce que l'on est parfait, mais simplement parce que l'on existe. Cette conviction, cette certitude douce et inébranlable de son propre mérite est la racine de tout le reste. Elle est le sol dans lequel toutes les autres pratiques peuvent s'enraciner. Elle est la fondation sur laquelle une vie d'abondance peut être construite. Et si cette conviction est fragile en vous, si elle a été abîmée par des années de critique intérieure, de perfectionnisme, de comparaison aux autres, de messages reçus dans l'enfance qui disaient que vous n'étiez pas assez, alors le travail commence là. Il commence dans cette tendresse que vous vous devez. Il commence dans ce regard que vous posez sur vous-même, non pas le regard du juge, non pas le regard de l'examinateur impitoyable, mais le regard du jardinier bienveillant qui voit en chaque plante, même celle qui semble abîmée, le potentiel de la floraison. Nous approchons de la fin de ce voyage ensemble, et il y a une dernière chose essentielle à partager, quelque chose qui tisse ensemble toutes les pratiques que nous avons traversées, quelque chose qui leur donne leur sens le plus profond. C'est la notion de service, la richesse illimitée, dans sa forme la plus haute et la plus durable, n'est pas une destination personnelle. Elle est un flux. Elle arrive à ceux qui la laissent passer à travers eux pour enrichir le monde. Les personnes qui connaissent une abondance profonde et durable, non pas l'abondance fragile de ceux qui ont beaucoup mais qui ont peur de perdre, mais cette abondance sereine de ceux qui sont en paix avec ce qu'ils ont. Et ce qu'ils donnent, ces personnes ont toutes en commune une question centrale dans leur vie. Non pas comment est-ce que j'obtiens plus, mais comment est-ce que je contribue davantage, comment est-ce que ma vie, ma présence, mon travail, mon amour enrichissent le monde autour de moi. Cette question change tout. Elle déplace l'axe de l'existence de la peur vers l'amour, du manque vers l'offrande, de la contraction vers l'expansion. Et dans cette expansion, l'univers répond. Pas toujours dans les formes que l'on attendait, pas toujours dans les délais que l'on souhaitait, mais avec une générosité qui dépasse toujours ce que l'on aurait pu imaginer depuis notre petite fenêtre du moment présent. Pourquoi est-ce que ceux qui s'efforcent le plus finissent souvent par tomber plus bas encore? Parce qu'ils s'efforcent pour eux-mêmes, depuis leur peur, dans la contraction. Mais ceux qui s'élèvent vraiment, ceux qui connaissent cette richesse dont nous parlons, s'efforcent pour quelque chose de plus grand qu'eux, depuis l'amour, dans l'ouverture. Ce n'est pas une idée abstraite. C'est une décision que vous pouvez prendre maintenant, pas demain. Pas quand votre vie sera différente, pas quand vous aurez résolu tous vos problèmes et guéri toutes vos blessures. Maintenant, dans la vie que vous avez aujourd'hui, avec le corps que vous habitez, avec les relations que vous portez, avec les ressources qui sont les vôtres en ce moment. Vous pouvez décider maintenant de poser votre attention sur ce qui est beau. Vous pouvez décider maintenant d'accueillir plutôt que de fuir. Vous pouvez décider maintenant d'ouvrir vos mains plutôt que de les serrer. Vous pouvez décider maintenant de vous regarder avec la même douceur que vous accorderiez à un enfant que vous aimez. Vous pouvez décider maintenant que vous méritez la vie que vous désirez, que vous êtes capable de la recevoir, que l'univers est de votre côté, qu'il a toujours été de votre côté, et qu'il attend simplement que vous soyez enfin prêt à le laisser vous porter. Les empreintes que vous laissez dans le sol de votre vie à partir d'aujourd'hui, celles que vos enfants verront et liront sans que vous ayez à prononcer un seul mot, celles que votre partenaire sentira dans l'air entre vous, celles que vos amis reconnaîtront dans la qualité de votre présence, ces empreintes peuvent être différentes. Elles peuvent être celles de quelqu'un qui a choisi de se réveiller. Qui a choisi la présence? Qui a choisi la confiance? Qui a choisi l'amour de la vie sur la peur de la mort? Et cette chose que vous aurez choisie, cette lumière que vous aurez décidé d'allumer à l'intérieur de vous, elle ne restera pas confinée en vous. Elle rayonnera. Elle touchera ceux qui vous entourent sans que vous ayez à faire quoi que ce soit de particulier. Elle se transmettra à vos enfants non pas comme une leçon,
mais comme un souvenir de comment on peut habiter le monde. Elle s'imprimera dans leur corps, dans leur façon de respirer, dans leur rapport à la vie, comme une empreinte de lumière dans la glaise de leur être en formation. C'est le plus grand héritage que vous puissiez laisser. Non pas l'argent, non pas les diplômes, non pas les accomplissements, mais cette qualité de présence, cette capacité à vous tenir debout dans la vie avec grâce et avec joie, cette démonstration silencieuse et quotidienne que la vie vaut d'être vécue pleinement, que l'univers est généreux pour ceux qui s'ouvrent à sa générosité et que la richesse la plus réelle est celle qui commence dans le silence du matin, dans la douceur posée sur soi-même, dans le choix renouvelé chaque jour d'être vivant de manière vivante. Il y a une dernière image pour conclure ce voyage, une image que l'on garde longtemps après l'avoir entendue. Imaginez une photographie. Sur cette photographie, il y a quelqu'un qui vous ressemble. Peut-être c'est vous il y a 20 ans. Peut-être c'est vous tel que vous vous voyez en ce moment. Cette personne sur la photographie a l'air occupée. Elle a l'air sérieuse. Elle porte quelque chose de lourd dans le regard et pourtant derrière elle, le ciel est d'un bleu extraordinaire. Et autour d'elle, des fleurs poussent qu'elle ne regarde pas. Et quelqu'un lui sourit, quelqu'un qu'elle n'a pas encore remarqué. La question n'est pas pourquoi cette personne ne voit pas tout cela. La question est maintenant que vous le voyez, qu'est-ce que vous allez faire de cette vision? La réponse est entre vos mains, elle a toujours été entre vos mains. Et si vous continuez à marcher sur ce chemin avec la même sincérité que celle que vous avez apportée à cette écoute, alors quelque chose en vous sait déjà que rien ne sera tout à fait pareil, que quelque chose a commencé, que la vie que vous êtes venu vivre est encore possible, qu'il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour revenir à soi-même. Il n'est jamais trop tard pour ouvrir les mains. Il n'est jamais trop tard pour laisser l'univers vous offrir ce qu'il vous destinait depuis le début.